Donc, on va parler des points. Donc, on va parler particulièrement de 7 points qu'il faut connaître absolument en grammaire. Mais sachez que, en fait, dans l'absolu, il faut connaître la grammaire de base. Il faut juste avoir de bonnes connaissances en grammaire en général. C'est-à-dire que si vous achetez un bouquin de grammaire et que vous faites toutes les leçons de grammaire, ça va déjà vous assurer plus de la moitié des points, ça va déjà vous assurer 600 et quelques points au TOEIC, juste parce que vous connaissez correctement vos règles de grammaire, d'accord? Après, donc des règles de grammaire, il y en a peut-être une cinquantaine. Faudrait que je compte combien il y en a exactement. Donc il y en a plein des règles de grammaire. Il faut en connaître le plus possible et les connaître bien. Ça veut dire qu'il faut les réviser, il faut les apprendre si vous ne les connaissez pas ou si vous êtes nul en grammaire. C'est la première chose qu'il faut revoir, d'accord? Donc, pour ceux qui ne savent pas par où commencer, commencez déjà par la grammaire. C'est-à-dire, soit achetez-vous un livre de grammaire anglaise et prenez-le du début à la fin et révisez les règles et faites des exercices. Et là, vous vous assurez déjà plus de la moitié des points, vous vous assurez déjà 600 et quelques points juste avec la grammaire. D'accord? Après, il y a le vocabulaire et après, il y a bah, d'autres formes d'entraînement. Mais si vous ne savez pas par où commencer, remettez déjà votre niveau. Qu'est-ce que je dis là? Remettez-vous déjà à niveau en grammaire. Alors, la première chose qu'il faut connaître en grammaire, c'est la structure des phrases. D'accord? Donc, ceux d'entre vous qui ont déjà téléchargé mes 10 points de grammaire, vous connaissez ce tableau, vous l'avez déjà vu et on va juste passer dessus rapidement, d'accord? Mais l'idée, c'est que si vous savez construire une phrase, quand vous allez avoir des questions au TOEIC où on vous demande de remplir des trous, etc., une des premières choses que vous allez regarder, c'est est-ce que les mots sont dans le bon ordre? Ou alors, par rapport à l'ordre des mots dans une phrase, quelle est la solution, la proposition qui convient. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître la structure des phrases, notamment les phrases simples, hein, affirmatives, négatives, interrogatives. Et juste pour vous le rappeler, parce que je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais juste pour vous le rappeler, une phrase affirmative, c'est sujet, verbe, complément, d'accord? Ou alors c'est sujet, auxiliaire, verbe, complément. C'est-à-dire, une phrase sujet-verbe complément, c'est par exemple I like cookies, comme dans l'exemple, ici, ou bien I played tennis. Une phrase sujet auxiliaire verbe complément, c'est I will go with you, ou bien I can help. Le will ici, c'est un auxiliaire pour le temps, donc c'est l'auxiliaire du futur. Can ici, c'est un auxiliaire modal. Donc dans une phrase affirmative, ce sera toujours l'une de ces deux formes-là, et ça ne peut pas être autrement. Donc déjà, le fait de savoir ça, ça vous permet de reconnaître dans les questions si les propositions qu'on vous fait sont correctes ou pas. Puisque si vous vous rendez compte, par exemple, qu'il manque un verbe ou par exemple qu'il manque un auxiliaire ou que ce mot-là ne peut pas être un complément, etc., ça vous permet déjà, même sans forcément connaître le sens de la phrase, de répondre correctement à la question. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que très souvent, alors, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais pour réussir le TOEIC, mais très souvent, sur un certain nombre de questions, très souvent sur un certain nombre de questions, juste le fait de connaître la règle de grammaire vous permet de répondre à la question même si vous ne la comprenez pas. OK? Alors, maintenant, à la forme négative. Donc, une phrase négative, c'est toujours sujet, auxiliaire, not. Donc, par exemple, I do not, I did not, I will not, I cannot. OK? Sujet, auxiliaire, not et le verbe. On ne peut pas faire une phrase négative autrement que comme ça. OK? Donc, si vous dites je n'aime pas, c'est I do not like. Ça peut pas être I like not. Ça n'existe pas. Ça peut pas être I do like not. Ça n'existe pas non plus. Donc, c'est forcément sujet, auxiliaire, not, verbe. Une phrase interrogative, c'est forcément auxiliaire, sujet, verbe. Et ça ne peut pas être autrement que ça. Donc, par exemple,
si je demande « Est-ce que tu aimes les gâteaux, les cookies, etc. » Tu vas dire « Do you like cookies ?» Tu ne peux pas poser une question en disant, par exemple, « You like cookies ?» Point d'interrogation. Ça n'est pas une question en anglais. Donc, si dans le TOEIC, tu as une question dans laquelle tu as un « You like cookies » avec un point d'interrogation, tu sais qu'il y a forcément un auxiliaire devant. Voilà. C'est le genre de règle, c'est le genre de connaissance qui va faire que tu vas gagner des points juste parce que tu connais la règle et que tu sais quel type de mot doit aller à tel et tel endroit. Donc, pareil pour les phrases interrogatives, c'est auxiliaire not, sujet verbe. D'accord? Donc, une phrase interrogative, en fait, en anglais, ça commence toujours par un auxiliaire. Il y a toujours do, c'est toujours do you like, did you like, will you like, can you like, ou enfin ce que vous voulez. Mais ça commence toujours par un auxiliaire. Ça ne peut pas être autrement. Donc, si vous savez ça, vous avez déjà des points de gagner. OK? Donc ça, c'est le premier point à connaître, c'est l'ordre des mots. Ensuite, deuxième point à connaître, ce sont les conjugaisons. Les conjugaisons, c'est très important. Et il faut savoir qu'en anglais, il y a 12 temps de conjugaison. Et sans entrer dans le détail des 12, j'ai essayé de faire, de faire un résumé des différents temps de conjugaison. Donc, il y a ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle en tout cas, les temps simples, les temps simple. Donc, le present simple, le past simple, le future simple. OK? Donc, present simple, c'est juste sujet-verbe, c'est par exemple, I read. Alors, on m'a dit une fois, t'aurais dû mettre un autre exemple que read parce que ça s'écrit pareil au présent, au passé, etc. Et effectivement, j'aurais pu prendre un autre exemple. Alors, on va prendre un autre exemple. On va dire par exemple, I play the piano every day. So, présent simple, I read every day. Donc, je lis tous les jours, sujet-verbe. Le passé simple, yesterday, I read a book or yesterday, I played the piano. Donc, là aussi, c'est sujet-verbe. Future simple, c'est sujet auxiliaire verbe. Donc, tomorrow, I will read a book. Donc, on dit read à l'infinitif et on dit read au passé. Ensuite, on a ce qu'on appelle les temps progressifs ou les temps continus. Donc, en anglais, progressive. On a le present progressive. Donc, les temps progressive, ils se caractérisent par le be. Be, c'est l'auxiliaire du présent progressive ou continu, ou je ne sais pas comment vous l'avez appris en classe, be plus ing, etc. C'est pareil. Et il y a toujours be, mais be est conjugué. Voilà, donc si c'est le present progressive, be est conjugué au présent. Donc, on va dire I am reading a novel at the moment, ou bien I am playing tennis right now, ou bien I'm teaching you English right now. Et on conjugue en fonction de la personne, donc I am, you are, he is, she is, etc. On a le past progressive. Donc là, c'est toujours sujet be, verbe ing. Donc attention, très important. Hein. La forme progressive, c'est toujours be et il y a toujours ing après le verbe. Donc, par exemple, on ne dit pas, ça n'existe pas de dire I reading. OK? Et ça n'existe pas non plus de dire I am read. Donc, c'est forcément be, ing. Le past progressive, donc, c'est sujet, be au passé, le verbe est ing. Donc, on va dire I was reading, puisque was est le passé de be. Et au future progressive, on va mettre sujet, will be, parce que will be, c'est la forme future de be, verbe ing, on va dire I will be reading this book soon. Là, on parle vraiment uniquement de la construction des phrases parce qu'on n'a pas le temps de développer sur quand est-ce qu'on l'utilise, comment on l'utilise, etc. Ça, c'est des choses que je développe
plus dans mes vidéos et plus dans mes formations. Mais là, je résume simplement la construction de ces différents temps. Donc, on a vu les temps simple, on a vu les temps progressive, et maintenant, on va voir les temps perfect. Donc, on a le present perfect, c'est sujet, have, le verbe et le verbe au participe passé. Donc, tout à l'heure, on avait be, verbe ing. Là, on a sujet, has ou have, verbe, participe passé. Donc, on va dire par exemple, I have read many books. Et là aussi, j'aurais dû peut-être pu prendre un autre exemple. On va dire, I have played tennis all my life. Au past perfect, on va mettre have au passé. Donc, on va dire, I had read 100 books by the time I was 15. Donc, j'avais lu une centaine de livres en arrivant à l'âge de 15 ans. On a le future perfect, donc on va prendre sujet, will have, puisque will have est la forme future de have, le verbe et le participe passé. Donc ça nous donne I will have read. Donc ça se traduira par j'aurais lu. C'est-à-dire que à cette époque, à la même époque, mais dans le futur, j'aurais lu 100 livres. So I will have read 100 books by the end of the year. Et enfin, on a les temps perfect, progressive. Donc, ils sont à la fois perfect et progressive, c'est-à-dire qu'il y a à la fois have et il y a à la fois be. Donc, il va y avoir le present perfect progressive, sujet, have been ou bien has been, verbe, ing. Donc, ça nous donne I have been reading for 3 hours. Et on a la forme passé, past perfect progressive. Donc là, on va mettre have au passé. On va dire I had been reading for 3 hours when he finally arrived. I had been reading for 3 hours when he finally arrived. Et on a le future perfect progressive. Donc là, on a will parce qu'il y a le future. On a have parce qu'il y a le perfect. Et on a been parce qu'il y a le progressive. Et ensuite, on a le verbe avec ing. Donc, ça nous donne I will have been reading for 3 hours before dinner tonight. Donc là, je vous ai juste dit quels étaient les 12 temps. OK? Mais chacun de ces temps a un usage spécifique. Donc, c'est pour ça qu'il faut les connaître. Parce que quand vous allez, par exemple, arriver dans la partie reading avec des textes d'une certaine longueur, avec des échanges d'emails, etc., selon que la phrase va être au past simple, past progressive, past perfect, etc., ça va complètement changer le sens de la phrase et donc ça va complètement changer la réponse. Or, si vous ne connaissez pas bien ces nuances-là, vous allez faire des contresens, vous allez mal comprendre ce qu'a voulu dire la personne et donc vous allez mettre la mauvaise réponse à la question. Alors, maintenant, on va s'amuser un petit peu. Donc, on va essayer à chaque fois de faire des exemples de questions. Donc, j'ai une question pour vous. Vous allez mettre dans le chat ce que vous pensez être la bonne réponse. Donc, c'est des questions que j'ai prises directement dans les entraînements de TOEIC, que j'ai dans ma formation ou des entraînements que j'ai trouvés en ligne, etc. Donc, ce sont des vraies questions de TOEIC que vous pourriez très bien avoir. Alors, question. The cashier was accused of stealing from the till. Qui? Et on te propose was made go, was resigned, was dismissed ou bien dismissed immediately. Donc, répondez, enfin, mettez dans le chat ce que vous pensez être la réponse. Et puis, on va voir si c'est la bonne réponse ou pas. Donc, j'ai des réponses C et des réponses... j'en ai qui me disent C, j'en ai qui me disent B. Donc, c'est en gros les deux réponses qu'on me propose. Et la bonne réponse, of course, it's C. Bien sûr, c'est la réponse C. Donc, pourquoi? Parce que on recherche une forme passive. L'idée, c'est, la phrase veut dire, le caissier a été
surpris, enfin a été accusé de voler dans la caisse, donc il a été renvoyé immédiatement. Donc, was made go, c'est un peu bizarre comme forme. On peut dire to let go pour dire qu'on renvoie quelqu'un, mais on ne va pas dire was made go. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Le verbe to resign, donc réponse B, was resigned. To resign, tu l'emploies à la forme active. Tu dis I resigned, j'ai donné ma démission, j'ai démissionné. Tu ne l'emploies pas à la forme passive pour dire que tu renvoies quelqu'un. Was dismissed, en revanche, tu peux l'utiliser. Ce que je veux dire, c'était l'employé. Enfin bref, tu peux l'utiliser à la forme active ou passive. Donc, si tu dis I dismissed him, c'est je l'ai renvoyé. Si tu dis he was dismissed, c'est il a été renvoyé. Donc, c'est la réponse C. Et la réponse D, le verbe est à la forme active. Donc, ça serait il a renvoyé quelqu'un. Donc, nous, on cherche bien la réponse C. Donc, bravo pour ceux qui ont mis la réponse C. Et désolé pour les autres. Alors, une autre question. As Carla was speaking to Joe, she realized that she, et on te propose, had been introduced, was being introduced, ou bien introduced to him before. Donc là aussi, hein, question TOEIC type que j'ai trouvé dans mes livres d'entraînement. Donc, she had been introduced to him before, she was introduced to him before, she was being introduced to him before, or she introduced to him before. Donc, on a surtout des A, et je pense que celle-ci était assez facile, je dirais. Donc, effectivement, c'est la réponse A, had been introduced. C'est un passé dans le passé. Donc, alors qu'elle lui parlait, elle s'est rendue compte qu'elle lui avait déjà été présentée avant. Donc, c'est un past perfect. OK? Et il est à la forme passive en plus. Donc, en plus de connaître les temps, il faut aussi savoir distinguer la forme active de la forme passive parce que l'anglais utilise beaucoup plus de formes passives que le français. Donc, la réponse B, was introduced, ça serait à la forme active. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je vais dire, c'est que la réponse B, was introduced, c'est juste un passé simple. Donc, ça ne correspond pas à l'idée de passer dans le passé. La réponse C, was being introduced, c'est un passé progressif. C'est comme si on disait était en train d'être présenté à. Donc, dans le contexte de la phrase, ça ne fonctionne pas. Et introduced, c'est un passé simple. Donc, ça fonctionnerait si on disait, par exemple, she introduced him to me yesterday, ou quelque chose comme ça. Donc, la bonne réponse, c'était la réponse A. Congratulations, everyone. On passe à la au troisième point qu'il faut absolument connaître pour ne pas perdre bêtement des points. Et ça, je vois énormément d'erreurs sur ce genre de questions. Ce sont les pronoms et les types de pronoms. Donc, j'ai fait un tableau qui récapitule tout ça. Et le problème, ce que je vois souvent avec les pronoms, c'est qu'effectivement, comme ils se ressemblent, souvent, on ne sait pas toujours quoi correspond à quoi. Donc, ce tableau, il récapitule un peu tout ça. On a les sujets. Donc, je, tu, il, nous, vous, il. Hein. Donc, I, you, he, she, it, we, you, they. Ensuite, on a les compléments, les pronoms compléments, c'est-à-dire moi, toi, lui, elle. Ou bien à moi, à toi, à lui, à elle. So, me, you, him, her, it, us, you, and them. Ensuite, on a les adjectifs possessifs. Donc, mon, ma, mes, etc. My, your, his, her, its, our, your, their. Ensuite, on a les pronoms possessifs. Donc ça, c'est le mien, le tien, la tienne. Ou les miens, les tiens, les miennes, les tiennes. Donc là, c'est mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Ouh, et là, petite typo ici, que je corrigerai après, mais il y a un S. Donc, pour les pronoms possessifs, il y a un S. Un peu partout, sauf à mine, du coup. Et enfin, on a les pronoms réfléchis. Donc, ça c'est moi-même, toi-même, lui-même, elle-même. Et
on a myself, yourself, himself, herself, itself. Et ensuite, au pluriel, on a ourselves, yourselves, themselves. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'au singulier, c'est self, et au pluriel, c'est selves. OK. Donc, c'est pas forcément facile de retenir tout ça comme ça, hein. Moi, je vous le dis en 30 secondes et demie parce qu'on a plein d'autres choses à voir. Mais pour réviser les pronoms, il faut surtout faire des exercices sur les pronoms où on va vous demander, par exemple, de choisir le bon pronom. Et c'est un vrai entraînement parce que c'est pas hyper spontané de faire la différence entre they, them, their et theirs, par exemple. Donc, c'est un entraînement, il faut s'entraîner. OK, j'ai quand même des questions pour vous. Donc, première question, when I wear makeup, I hardly recognize. Et je vous propose you, me, myself ou mine. Facile, normalement, 30 secondes, tout le monde répond. Et la bonne réponse, of course, c'est la réponse C. Quand je porte du maquillage, j'ai du mal à me reconnaître, c'est-à-dire à reconnaître moi-même. Donc, ce que tu cherches ici, c'est un pronom réfléchi qui correspond à moi-même. Donc, si tu dis I hardly recognize you, déjà, ça veut rien dire, puisque c'est comme si tu disais quand je porte du maquillage, j'ai du mal à te reconnaître, ce qui est quand même un peu bizarre. Donc, on cherche plutôt le pronom moi, moi-même, etc. I hardly recognize me, ça ne marche pas, puisque to recognize, c'est un verbe pronominal ou c'est un verbe réfléchi. On dit en anglais can't speak. On dit en anglais reflexive verbs, donc ce sont les verbes qui s'utilisent avec des pronoms réfléchis. Et attention, parce que les reflexive verbs en anglais ne sont pas forcément les mêmes que les pronoms réfléchis en français. Donc, on ne traduit pas, on ne fait pas du mot à mot. Il faut savoir, il faut apprendre quels sont les reflexive verbs en anglais et recognize en est un. Donc, ce n'est pas recognize me. Recognize myself, réponse C, parce que c'est je ne me reconnais pas moi-même. Recognize mine, ça ne fonctionne pas parce que mine est un pronom possessif, c'est-à-dire que ça remplace un nom, ça signifie le mien ou le tien ou la tienne. Donc, la phrase ne voudrait rien dire si tu dis quand je porte du maquillage, j'ai du mal à reconnaître la tienne, parce que la tienne de quoi, enfin la mienne de quoi, on ne sait pas. Donc ici, la bonne réponse, c'était la réponse C. Autre question. Et là aussi, hein, toujours pareil, question TOEIC que j'ai prise dans un de mes bouquins d'entraînement que j'utilise quand je prépare vos cours. Alors, Mr. Brown handed out copies of the agenda that, celle-là est facile, hein. Hers, her, she ou bien herself had printed for the meeting. Donc, Mr. Brown handed out copies of the agenda that hers, her, she ou bien herself had printed for the meeting. Et donc, qu'est-ce que vous me proposez pour celle-là? Qu'est-ce qu'on me propose pour celle-là? Donc là, on me propose D, C, C. Donc, on me propose D, C ou C. Eh bien, la bonne réponse, bien sûr, c'est la C, she, parce que si tu regardes bien la phrase ici, tu te rends compte que là, tu as un verbe, had printed for the meeting, et que de toute façon, avant un verbe, il faut un sujet. Donc là, c'est le genre de question où, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est le genre de question où, à la limite, tu n'as même pas besoin de comprendre la phrase pour répondre à la question. Parce que si tu connais bien ta règle de grammaire, tu sais que là, il y a un verbe, donc avant, il faut un sujet, tout simplement. Et donc, le sujet ici, la seule proposition qui soit un sujet, c'est she. Donc, hers, c'est un pronom possessif, c'est le sien, la sienne.
Her, c'est un pronom complément, donc ça voudrait dire elle ou lui, ou avec elle, avec lui, ou à elle ou à lui. Enfin, à elle d'ailleurs, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis lui, c'est elle. She, c'est donc un sujet, et herself, c'est un pronom réfléchi, donc ça irait avec un verbe réflexif ou un reflexive verb. Numéro 4, les comparatifs et les superlatifs. Alors ça aussi, c'est peut-être un des trucs que je corrige les plus souvent quand je fais faire des exercices de TOEIC à des gens, les comparatifs et les superlatifs. Donc, on va essayer de résumer ça. Les comparatifs de supériorité, il y a deux types, enfin en fait, il y a deux types de comparatifs. Il y a ceux qui sont avec un adjectif long et ceux avec un adjectif court. Donc ici, avec un adjectif court, tu rajoutes simplement ER, donc er, à l'adjectif. Donc tu vas dire par exemple, winter is colder than summer. Donc attention, très très important, un comparatif de supériorité, c'est er et surtout, c'est then. S'il n'y a pas de then, ça n'est pas un comparatif. Soyons clairs. Donc, winter is colder than summer. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire winter is colder summer. Ça ne veut rien dire. Donc, winter is colder than summer. L'hiver est plus froid que l'été. That makes sense. My sister is nicer than my brother. Ma sœur est plus gentille que mon frère. My father is funnier than my mother. Donc, mon père est plus drôle que ma mère. Summer is hotter than spring. Ou bien encore, my sister is thinner than my mother. Donc, les comparatifs de supériorité avec des adjectifs courts, ça se passe comme ça. Tu rajoutes ER à l'adjectif et tu mets then. Maintenant, avec des adjectifs longs. Alors, juste pour être clair, un adjectif court, c'est une syllabe. Voilà, tout simplement. C'est une syllabe. Ça peut être aussi deux syllabes, mais avec un Y à la fin, comme par exemple easy. Et là, tu mets easier. Donc, tu remplaces le Y par IER. Mais au-delà, ça n'est plus un adjectif court. Donc, c'est un adjectif long. Un adjectif long, c'est donc deux syllabes et plus. Pour faire un comparatif de supériorité avec un adjectif long, tu vas mettre more devant l'adjectif et tu vas mettre then après l'adjectif. Et l'adjectif, lui, ne change pas. Donc, ça nous donne girls are more serious than boys. Cars are more expensive than motorbikes. Or this book is more interesting than that one. Ou bien Beyoncé is more famous than Rihanna. Ou Rihanna is more famous than Beyoncé. I don't want to fight with anyone, ok? Donc, comparatif de supériorité, adjectif long, more, adjectif, then. Et je répète encore une fois, s'il n'y a pas then, ce n'est pas un comparatif. C'est important. Ensuite, on a les superlatifs. Et c'est souvent ça que vous confondez, les comparatifs et les superlatifs, surtout entre les adjectifs longs et courts. Donc, un superlatif avec un adjectif court, tu vas mettre the devant l'adjectif. Donc, souviens-toi, un comparatif, tu mets rien devant, tu mets juste ER après l'adjectif. Là, tu mets the, tu mets l'adjectif et tu rajoutes est, EST. OK? Donc, ça nous donne winter is the coldest season of the year. L'hiver est la saison la plus froide de l'année. My sister is the nicest person in the world. The nicest. Ma sœur est la personne la plus gentille au monde. Et en plus, dans mon cas, c'est vrai. My father is the funniest man in the family. Donc, on a the, on a funny, on rajoute est et on remplace le Y de funny par IEST. Parce qu'il y a deux syllabes avec un Y à la fin. Summer is the hottest season of the year. Donc, l'été est la saison la plus chaude de l'année.
Ou encore, my sister is the thinnest girl in her school. Ma sœur est la fille la plus maigre de son école, la plus mince de son école. OK. Maintenant, si tu veux faire des superlatifs avec des adjectifs longs, donc je répète, un adjectif long, c'est 2 syllabes et plus, tu vas mettre the most et l'adjectif, mais l'adjectif, lui, est invariable. Donc, ça nous donne he is the most serious guy I know. Donc, c'est le type le plus sérieux que je connaisse. Ou bien, this is the most expensive car we sell. Donc, c'est la voiture la plus chère que nous vendions, je ne sais plus. This book is the most interesting I've ever read. Donc, ce livre est le plus intéressant que j'ai jamais lu de ma vie. Ou encore, Beyoncé is the most famous singer in the world. Donc, Beyoncé est la plus célèbre chanteuse du monde. Mais si vous préférez, c'est Rihanna. You know, it's okay. Donc, voilà pour la différence entre les deux. Donc, si je récapitule, alors, il y a la question là, mais si je récapitule, comparatif, il y a then dedans. Superlatif, il y a the dedans. OK? Et comparatif, c'est ER ou bien more. Et superlatif, c'est EST ou bien most. Donc, voici un exemple de question. Alors, ici, dans les propositions, c'est pas forcément que des comparatifs et des superlatifs, mais c'est plutôt par rapport à quel mot de la même famille est-ce qu'il faut choisir. Donc, les familles de mots, c'est aussi quelque chose qu'il faut connaître. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais c'est très important de savoir distinguer, par exemple, un verbe d'un adjectif, d'un adverbe, etc. Donc, les familles de mots, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi. Donc, la question nous dit, the product review says that the Cozy Day Space Heater is... Et on te propose slowest, slower, slowed ou bien slowing to warm up than similar products. Donc, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez répondre à cette question. Ah, et effectivement, la bonne réponse, c'est B, tout simplement parce qu'il y a then dans la phrase. Donc, si vous avez bien écouté, il y a then, donc on cherche un comparatif de supériorité, donc on cherche quelque chose avec dedans ou avec more dedans, tout simplement. Et encore une fois, même à la limite sans comprendre ce que dit la phrase, on aurait pu répondre à la question juste à cause de la grammaire ou juste grâce à la grammaire. Donc effectivement, c'est la réponse B. Slowest, c'est un superlatif, donc il y a EST, donc il aurait fallu the most ou bien the et EST. Slowed, c'est un verbe, il y a ED, donc c'est un verbe qui est conjugué au passé. Et slowing, c'est une forme continue ou un gérondif, donc c'est pas ce qu'on cherche ici. Next question. Sales of Sivania Cosmetics have. On nous dit steady, steadily, steadiest ou bien steadied, improved since the new marketing campaign began last quarter. Donc, est-ce que c'est steady, steadily, steadiest ou bien steadied? Of course, it's B, people. Of course. Donc, c'est la réponse B. Pourquoi? Parce que have improved, donc have ici et improved ici, c'est un present perfect. D'accord? Et la seule chose qui puisse aller au milieu entre les deux, c'est un adverbe pour dire pour dire que ça a beaucoup évolué, enfin que ça a beaucoup, oui, évolué, on dirait, ou progressé. Et la seule chose que tu peux mettre entre have et improved, c'est un adverbe. Donc, un adverbe, généralement, va se terminer par ly, L-Y. Donc, la phrase signifie les ventes de Sivania Cosmetics ont progressé de manière constante, steadily, since the new marketing campaign began, depuis que la nouvelle campagne marketing a commencé au trimestre dernier. Steady, ici, est un adjectif, donc ça ne marche pas. Steadiest est un superlatif, mais
on n'a pas the, donc il ne peut pas y avoir steadiest. Et steadied est un verbe au passé qui signifie stabiliser. Je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Stabiliser, donc il aurait fallu que la phrase soit au passé ou que quelqu'un a stabilisé quelque chose. OK. Number 5, les modos. Donc, pour cette partie, je ne vous ai pas mis d'exemples de questions, etc. Mais je vous ai juste récapitulé quels étaient les différents modos pour vraiment vous les remettre en tête. Donc, on a can. Can, c'est la capacité, c'est pouvoir être capable de, avoir la capacité de. Et c'est au présent. Donc, I can, je peux. Could, c'est pouvoir au passé. Donc, yesterday I could, c'est hier, j'ai pu. Ou bien hier, je pouvais. C'est aussi la forme conditionnelle de can. Donc, ça peut être je pourrais. OK? Must, c'est devoir, obligation, règle. C'est tu dois finir tes devoirs, tu dois partir, etc. You must go, I must finish, etc. Will, c'est un auxiliaire pour le futur. Donc, on utilise will comme pour le futur ou pour une prédiction. I will be here tomorrow. It will rain today. I don't know. Shall, c'est aussi un futur, mais que tu vas utiliser avec I et we dans une forme de proposition. Donc, tu vas dire, par exemple, shall we dance? Est-ce que tu veux qu'on danse? Ou si on dansait. Would, c'est une requête ou une offre, ou c'est un auxiliaire que tu utilises pour le conditionnel. Donc, par exemple, would you like to? Est-ce que tu aimerais? Would you like to come with me? Or if I had more money, I would buy a car, au conditionnel. Should, c'est une suggestion ou une recommandation, c'est tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela ou tu ne devrais pas faire cela. Donc, c'est par exemple, you should stop smoking or you should, I don't know, you should eat more vegetables, for example. Ought to, c'est une recommandation formelle. Ça s'utilise assez peu à l'oral, mais ça s'utilise quand même pas mal à l'écrit. Et c'est un peu comme should, mais c'est plus formel. Ensuite, on a might, qui exprime une probabilité, mais plutôt faible. For example, oh, I don't know, it might rain tomorrow, but I'm not sure. Et enfin, on a may, qui exprime une probabilité plus importante, mais qui est aussi un modal que tu utilises pour la permission. Donc, may I sit down or may I go with you? Donc voilà pour les modaux en général, et il faut savoir distinguer ces différents modaux, savoir ce qu'ils signifient et connaître les nuances entre les différents modaux. Donc ça, c'est très important. Ensuite, next, number 6, les mots de liaison. Donc très souvent, dans le test, tu vas avoir quelques questions, peut-être 3, 4, 5 questions, notamment dans la partie 5, donc la partie où tu as juste une phrase avec un trou. Et très souvent, il va y avoir des questions sur les mots de liaison. Donc là aussi, sans commencer à tout détailler, sinon ça mérite un cours de 1 heure ou d'1 heure et demie, on va simplement essayer de voir les différentes catégories de mots de liaison. Donc, on commence par la cause. Donc, pour la cause, on a because, because of, as, since, for, due to. Et ce qui est important dans les mots de liaison, c'est déjà de savoir ce qu'ils signifient, mais surtout de savoir comment ils s'utilisent. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont être suivis obligatoirement d'un groupe nominal, il y en a d'autres qui vont être suivis obligatoirement d'une phrase avec un sujet, verbe, complément. Et en fonction de cela aussi, ça va te permettre de répondre aux questions. Et pour cela, il faut bien connaître les règles et comment ça s'utilise. OK? Donc, cause, on a because, because of, as, since, for, due to. Pour la conséquence, donc le résultat, on a thus, therefore, as a result, ou bien as a result of, ou bien so, ou bien that's why, ou bien which is why. Pour exprimer le contraste, tu as but, ou yet, ou in spite of, ou despite, ou on the contrary, ou however, ou although,
ou though. Pour exprimer l'addition, c'est-à-dire tu rajoutes un nouvel élément à ta phrase, tu peux utiliser and ou also ou in addition to ou bien moreover, besides, furthermore, etc. pour exprimer une séquence, donc quelque chose où tu vas détailler différents points. Tu vas utiliser par exemple the former, the latter. Donc ça, c'est le premier, le second, quand tu compares deux choses par exemple. Tu peux utiliser aussi firstly, secondly. Ok, let's do this again. Sorry. Donc, tu peux utiliser aussi firstly, secondly, finally, ou bien the first point, the second point, ou bien the following, donc c'est ce qui suit. Et pour résumer quelque chose, ou pour conclure quelque chose, tu vas utiliser par exemple in short, in brief, in summary, in a nutshell, to summarize, to conclude, in conclusion. Donc là, je vous balance ça comme ça. Et en fait, ça ne va pas vous aider beaucoup. Parce que comme je vous disais, il faut surtout connaître, il faut surtout savoir comment tu les utilises dans une phrase. Mais si déjà tu connais ceux-là qui sont les principaux et tu sais comment les utiliser dans une phrase, ça te permet déjà de répondre à pas mal de questions, notamment dans la partie 5 du TOEIC. Exemple de question. Alors, Aomori Agriculture Solutions specializes in increasing crop yields. On te propose because, through, previous, although, the development of better farming techniques. OK? Donc, on te propose because, through, previous, ou bien although, A, B, C, D. Donc, mettez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. In the chat, please. Donc là, par exemple, pour répondre à cette question, même si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas forcément ce que signifie crop, yields ou d'autres mots dans la phrase, le fait de savoir ce qui se met après chaque mot de liaison peut déjà t'aider à trouver la réponse. Donc, le fait de savoir déjà quel est le sens des mots de liaison et aussi de savoir ce qui se met après ou avant. Effectivement, la réponse, c'est B, through. Donc, Aomori Agriculture Solutions specializes in increasing crop yields through the development of better farming techniques. Alors, ce n'est pas because. Pourquoi? Parce que déjà, because doit être suivi d'une phrase, c'est-à-dire I don't like coffee because it's too strong, for example. Ou bien I prefer tea because it tastes better. Donc après because, il faut une phrase. Et ici, on n'a pas de verbe dans la phrase. Donc ça ne peut pas être A. Le B, through, signifie à travers. C'est un moyen. C'est à travers ce moyen-là ou par ce moyen-là. Et through est suivi d'un groupe nominal et pas d'une phrase. Donc ça tombe bien parce que the development of better farming techniques est un groupe nominal. Ensuite, previous signifie précédent. C'est un adjectif. Donc ça ne fonctionne pas ici. Et although signifie bien que. Et il devrait aussi être suivi d'une phrase. For example, although I like coffee, I prefer tea. D'accord? Donc, celle qui fonctionnait ici, c'était la réponse B. Bravo à ceux qui ont bien répondu. 7e point. Donc, on arrive à la fin des points de grammaire à connaître. Les phrasal verbs. Alors, oh my gosh. Phrasal verbs. Oh! Alors, déjà, il faut savoir que en gros, il y a 4 types de phrasal verbs. Alors, évidemment, pour le TOEIC, vous n'avez pas besoin d'être aussi technique, finalement, mais ça aide quand même de savoir ça. Ça aide pas forcément de savoir comment ils s'appellent, etc., mais ça aide de savoir qu'il y a ces 4 types de phrasal verbs-là. Donc, il y a ceux qu'on appelle les transitive separable phrasal verbs. Donc, transitive, ça veut dire qu'il est suivi d'un complément d'objet. Et separable, ça veut dire que tu peux séparer le verbe de la préposition. For example, I turned off the water ou bien I turned the water off. Ensuite, on a les transitive inseparable
phrasal verbs. Donc, transitive, c'est-à-dire suivi d'un complément d'objet, mais inseparable, ça veut dire que tu ne peux pas séparer le verbe et la préposition. Donc, par exemple, I am working on this project. Tu ne peux pas dire I'm working this project on, parce que working on va ensemble, ça signifie travailler sur quelque chose ou sur un sujet. Ensuite, on a les intransitive phrasal verbs, c'est-à-dire des verbes qui n'ont pas besoin d'être suivis d'un complément d'objet parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Comme par exemple, to come back. To come back signifie revenir. Et tu peux juste dire I came back ou he came back. Tu n'as pas besoin de mettre un complément derrière. Donc, c'est intransitive. Et puis, il y a ce qu'on appelle les three-word phrasal verbs, c'est-à-dire que comme son nom l'indique, ils sont composés de 3 mots et pas de 2 comme c'est généralement le cas. Donc, par exemple, on a I'm looking forward to working with you. Donc, un three-word phrasal verb, tu ne peux pas les séparer non plus et tu ne peux pas les mettre dans un ordre différent. Donc, voilà les 4 types de phrasal verbs. Pourquoi c'est important de connaître les phrasal verbs? Alors, pour information, il y a presque 1 millier de phrasal verbs en tout. Hein. Donc, c'est pas le truc où tu révises ça sur une fiche. Hein. Il faudrait plusieurs fiches. Donc, pourquoi c'est important de connaître le sens des phrasal verbs? Eh bien, parce que comme le sens va changer selon juste la préposition que tu vas mettre, ça peut complètement changer le sens de ta phrase et ça peut complètement changer ta compréhension de la phrase. Donc, si tu ne connais pas les différentes nuances de phrasal verbs, ça peut t'amener là aussi à des contresens. Donc, si tu comprends de travers, tu vas mettre la mauvaise réponse, ce qui est logique. Donc là, j'ai mis juste quelques exemples pour te montrer à quel point le sens d'un verbe peut changer juste à cause d'une petite préposition. Donc, par exemple, on regarde to go. Donc, tu connais to go, parce que tu sais que c'est aller. Mais si tu dis to go by, c'est passer par un endroit. Si tu dis to go through with. Donc là, c'est même pas c'est même pas to go through, c'est to go through with, qui est donc un three-word phrasal verbs. Ça signifie finir quelque chose ou en finir avec quelque chose. Et si tu dis to go on, ça signifie continuer quelque chose. Même chose avec le verbe to look. Et c'est un exemple que j'aime bien donner parce que c'est vrai que quand on regarde bien, les différents sens de to look, il y a toujours finalement cette idée de regarder, mais selon ce que tu vas mettre derrière, ça ne va pas du tout être la même chose. Donc si tu dis to look at something, c'est regarder quelque chose. Mais si c'est to look for something, c'est chercher quelque chose. Et si c'est to look after someone ou look after something, c'est surveiller ou dans le sens de faire attention à ou surveiller quelque chose ou quelqu'un. Pour le verbe to come, si tu dis come in, c'est entrer. Si tu dis come forward, c'est se porter volontaire pour faire quelque chose. Et si tu dis to come up with, donc autre exemple de three-word phrasal verbs, c'est proposer ou innover dans quelque chose ou proposer une idée. Et enfin, dernier exemple avec to run. Donc, to run tout seul signifie to run tout seul signifie courir, mais to run away signifie s'enfuir. Et to run for signifie se présenter à des élections. Par exemple, Barack Obama ran for president in, I don't remember the year, but he ran for president and he got elected, by the way. Ou encore run into, qui signifie tomber par hasard sur quelqu'un. Par exemple, oh, I ran into my old school friend in the street yesterday. Donc, je l'ai rencontré par hasard ou je suis tombée sur lui ou sur elle par hasard. Donc, apprenez vos phrasal verbs, apprenez à les utiliser et apprenez les différentes nuances des différents phrasal verbs. Alors, exemple de question. Et là, vous avez vu, c'est notre point numéro 7. Donc, on va quand même finir par arriver à la fin de cette présentation. Exemple de question. It was very nice to meet you today. I am. Donc, on te propose looking forward to meet, looking forward to meeting, looking forward meeting ou bien looking forward for meeting. Donc, qu'est-ce que vous me dites?
Très bien. Donc, la bonne réponse, of course, is B. Et là, j'ai même pas pris la peine de mettre une explication parce que, en fait, c'est juste l'expression. Look forward to et ensuite c'est ing parce que c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de c'est comme ça. C'est l'expression to look forward to doing something ou bien look forward to meeting someone, etc. Donc, quand vous voyez cette expression, il y a toujours to ing. Voilà, c'est tout. C'est l'explication. Autre exemple de question. Che Media Inc. plans to send away for the renovation of its publishing house in Seoul, ou bien move forward with, ou bien take back from, ou bien watch out for. Donc, c'est effectivement la B. Alors, to send away for, c'est demander à ce qu'on nous envoie quelque chose. To move forward with, c'est avancer sur quelque chose ou aller de l'avant sur un dossier, sur une situation, sur un problème. Voilà. To take back from, c'est reprendre à quelqu'un ou bien reprendre quelque chose d'un endroit où on l'avait laissé, par exemple. Et to watch out for, ça signifie faire attention à quelque chose ou être vigilant sur quelque chose. Donc, l'idée ici, c'est Che Media Inc. a prévu d'avancer ou d'aller de l'avant sur le projet de rénovation de leur maison d'édition. Donc, nous avons terminé la présentation et la partie grammaire et explication. Et je vais passer maintenant à la partie questions. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat.